À notre arrivée à Saint-Pétersbourg, nous rejoignons le bateau Nizhny Novgorod et sommes accueillis dans la tradition russe. Une jeune fille nous offre du pain et du sel sur une serviette brodée. Le lendemain, nous partons pour une visite panoramique de la ville de Saint-Pétersbourg. La ville est née le 27 mai 1703 au milieu de marécages à l'embouchure de la Neva, par la volonté du tsar Pierre le Grand qui souhaitait rivaliser avec les grandes cours européennes et ouvrir la Russie à l'Occident. Elle a été capitale de la Russie jusqu'en 1917. Elle s'étend sur plusieurs îles au fond du golfe de Finlande. C'est le plus important port russe sur la mer Baltique. Elle est, après Moscou, la deuxième plus grande ville du pays, avec 5 millions d'habitants et une superficie totale de 1439 km². Nous arrivons au couvent de Smolny, conçu par l'architecte italien Bartolomeo Rastrelli en 1748 à la demande de l'impératrice Élisabeth. La cathédrale est l'un des plus beaux monuments du baroque russe. La croix s'élève à 85 mètres de haut. Le couvent avait été conçu comme un ensemble grandiose, avec une cathédrale au centre, entourée d'un carré d'édifices monacaux destinés à servir de lieu d'éducation pour les jeunes filles de la noblesse. Saint-Pétersbourg est surgi du delta de la Neva au prix d'un travail surhumain. La ville, inspirée de Versailles, est composée d'ensembles architecturaux aux proportions harmonieuses dont la diversité des styles évoque ses créateurs. Pierre Ier bien sûr, mais aussi Catherine la philosophe ou Paul Ier et Alexandre le diplomate. La ville a été appelée Pétrograd de 1914 à 1924, puis Léningrad à la mort de Lénine de 1924 à 1991. L'église du Saint-Sauveur sur le sang versé a été construite de 1883 à 1907, à l'endroit où le 1er mars 1881, l'empereur Alexandre II reçut une blessure mortelle qui mit fin à son règne. C'est une cathédrale orthodoxe unique, édifiée dans les traditions architecturales russes des XVIe-XVIIe siècles et de l'art de la fin du XIXe siècle. À l'intérieur, elle possède un décor de mosaïque couvrant 7000 mètres carrés. Le revêtement décoratif extérieur de la cathédrale est très varié, recouvrement de feuilles de cuivre dorées et émaillées des coupoles, tuiles et briques vernissées, carreaux polychromes de faïence dans les encastrements, marbre et granit. La Neva, longue de 74 km, coule du lac Ladoga à la mer Baltique, dans laquelle elle se jette à Saint-Pétersbourg. Elle se ramifie en 2 branches, appelées Grande et Petite Neva. Elle a 2 affluents, la Moïka et la Fontanka, qui traversent la ville, et 75 canaux qui délimitent une quarantaine d'îles reliées entre elles par quelques 360 ponts. Nous arrivons à la pointe de l'île Vassilievski, où se dressent 2 colonnes rostrales en granit rouge depuis 1806. Elles supportaient des flambeaux qui guidaient les navires. On les allume encore les jours de fête. La grande et la petite Neva se séparent ici. Nous avons une vue sur les palais de la rive gauche et sur la forteresse Pierre et Paul. Le bâtiment de l'ancienne bourse est devenu le musée de la marine militaire.
Les deux colonnes rostrales, hautes de 32 mètres, sont décorées de rostres, éperons de navires, symbole de victoire navale. Les sculptures des piédestaux évoquent les 4 grands fleuves russes, la Volga, la Lena, le Dniepr et le Volkhov. Nous roulons vers la cathédrale Saint-Isaac. Au passage, nous voyons la statue du cavalier de bronze en hommage à Pierre le Grand. Sur l'immense place Saint-Isaac se dresse la statue équestre du tsar Nicolas Ier, 1856-1859. Le cheval ne possède que 2 points d'appui. Le piédestal est décoré de sculptures évoquant des épisodes de son règne. La cathédrale Saint-Isaac est l'une des plus grandes du monde, 111 mètres de long, 97 mètres de large et 101 mètres de haut, soit 10 800 mètres carrés. Elle peut contenir 15 000 personnes. Elle a été construite par l'architecte Auguste de Montferrand. Elle est ornée de bas-reliefs en bronze. 2 sont l'œuvre du Français François Lemaire et les 2 autres du Russe Ivan Vitali. Elle a été inaugurée le 30 mai, jour de la Saint-Isaac et anniversaire de Pierre le Grand. Près de la cathédrale Saint-Isaac, le pont bleu sur la Moïka est large de 100 mètres. Les origines de la Russie remontent aux premières traces humaines vers 4000 avant Jésus-Christ. Le pays a subi des invasions diverses au cours des siècles. Au Xe siècle, il est constitué de petits territoires gouvernés par des princes. Au XVe siècle, les princes de Moscou deviennent plus puissants. Le premier à porter le titre de tsar est Ivan IV le Terrible au XVIe siècle. La dynastie des Romanov avec Michel Romanov commence au XVIIe siècle. Pierre le Grand, au XVIIIe siècle, réalise le redressement et l'expansion de la Russie en repoussant les Tartares à l'ouest et les Suédois à l'est. Le dernier tsar, Nicolas II, abdique en 1917. Commence alors le régime communiste qui durera jusqu'en 1991. Nous allons au palais de Peterhof ou Petrodvorets. Pierre Ier avait fait construire ce palais après sa visite de Versailles en 1717. Il confia les travaux du palais à Jean-Baptiste Leblond, architecte français. Il a été inauguré en 1723, puis agrandi par Rastrelli entre 1747 et 1756. Il a été la résidence d'été des tsars pendant 2 siècles. L'intérieur du palais est somptueux. L'escalier d'honneur de style rococo a été créé par Rastrelli. Il mène au cabinet de travail de Pierre Ier, aux boiseries sculptées par le français Nicolas Pineau. La salle de bal a conservé le style rococo de Rastrelli. Sa superficie est de 200 mètres carrés. La salle du trône est la plus grande, 330 mètres carrés.
La salle des portraits comprend 368 portraits de jeunes filles dus au peintre italien Pietro Rotari. Depuis la terrasse, la vue s'étend sur les jardins et sur le grand canal qui débouche dans la mer Baltique, dans le golfe de Finlande. Le parc de 1000 hectares est aménagé avec une symétrie parfaite. La grande cascade, conçue par Pierre Ier, marque le centre de l'ensemble de Peterhof. La gigantesque statue de Samson, déchirant la gueule du lion, symbolise la victoire de la Russie sur la Suède. Le jet d'eau s'élève à 20 mètres de haut. Le parc est magnifique, agrémenté de 5 cascades rutilantes, de plus de 150 fontaines différentes et originales, de nombreuses statues, des parterres de fleurs donnant une note de couleur, de larges allées ombragées menant au pavillon du parc. L'allée centrale conduit au bord de la mer Baltique, au fond du golfe de Finlande. Devant la grande orangerie, on peut voir la fontaine du Triton, déchirant la gueule du monstre marin. Plus loin, la fontaine de l'Échiquier. La fontaine romaine. Des fontaines surprises. Et la fontaine d'Adam. Il est fréquent de rencontrer des mariés qui, selon la tradition russe, se promènent dans les parcs de la ville pour faire des photos ou sabrer le champagne. Sur la route de retour à Saint-Pétersbourg, nous apercevons un petit palais, résidence d'été de Catherine II. La statue de Lénine se dresse sur une place de l'avenue de Moscou. Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, 1870-1924, révolutionnaire et homme politique russe, a fondé et dirigé le parti bolchevique de l'Union soviétique en 1922. Nous commençons la journée sur la perspective Nevski, artère principale de la ville. C'est une très large avenue bordée de palais. Elle porte le nom d'Alexandre Nevski, prince de Novgorod, qui vainquit les armées suédoises en 1240 près des rives de la Neva. Nous allons faire une halte à la cathédrale Saint-Nicolas des Marins, où une messe est célébrée. Cette cathédrale, de plan traditionnel en croix grecque, fut construite en style baroque
entre 1753 et 1762. Elle comporte 2 églises situées à 2 étages, l'église basse dédiée à Saint-Nicolas et l'église haute dédiée à l'Épiphanie. La cathédrale est toujours restée ouverte au culte pendant l'époque soviétique. Nous arrivons au musée de l'Ermitage. C'est l'un des plus beaux et des plus importants musées du monde, 50 000 mètres carrés. Il occupe 6 magnifiques bâtiments situés le long de la Neva, 374 salles. Les collections du musée représentent plus de 3 millions de pièces. Le musée, installé dans l'ancien palais d'hiver des Tsars, a été construit entre 1754 et 1762 par Bartolomeo Brastrelli. Il fut construit pour Élisabeth Petrovna, fille de Pierre le Grand. C'est Catherine II de Russie qui débuta ce qui allait devenir la plus grande collection de peintures du monde. Elle fit construire une annexe au palais pour abriter cette collection. 16 000 tableaux des plus grands maîtres sont à présent visibles. Parmi ceux-ci, de nombreuses œuvres de peintres français, italiens et flamands. Il possède entre autres des œuvres de Véronèse, Rembrandt, Rubens, Watteau, Picasso, Monet. Alexandre Ier, bien qu'il continuât à y résider, fit du palais un musée impérial. Pour commémorer la victoire remportée en 1812 contre Napoléon, un arc de triomphe et une colonne ont été dressés face au palais. La colonne Alexandre est la plus haute du monde. Elle mesure 47,50 m de haut. L'état-major, construit en face du palais, mesure 580 mètres de long. La forteresse Pierre et Paul est le premier monument bâti à Saint-Pétersbourg. Elle prit place sur l'île Zayachi, île aux lièvres, reliée à la terre ferme par un pont jeté au-dessus de la Neva. Elle fut construite en 1703 et devait servir à surveiller la Baltique et à défendre l'embouchure de la Neva. Plusieurs bâtiments composent la forteresse, dont le principal est la cathédrale Pierre et Paul. C'est la première cathédrale construite en pierre à Saint-Pétersbourg. Sa flèche atteint la hauteur de 123 mètres. L'intérieur est lumineux, d'inspiration occidentale. Plusieurs tableaux ornent les murs et présence d'une chaire. Celle-ci est décorée de figures sculptées des apôtres Pierre et Paul. Dans la nef sont conservés les restes des tsars et tsarines de Russie, depuis Pierre Ier jusqu'à Nicolas II, dernier tsar, dont les restes et ceux de sa famille furent déposés en 1998. Le 28 septembre 2006, 78 ans après sa mort, Maria Fyodorovna, impératrice de Russie, y fut enterrée. Elle était la femme d'Alexandre II et la mère de Nicolas II. Elle était morte en 1928 en exil au Danemark. En 2005, les gouvernements danois et russes s'accordèrent sur le retour de sa dépouille à Saint-Pétersbourg, conformément à ses vœux, pour être enterrée auprès de son époux. La forteresse devint très vite une prison politique. Et le premier prisonnier à y avoir été enfermé
fut Alexis, le fils de Pierre le Grand. D'autres prisonniers célèbres lui succéderont, comme Dostoïevski et Trotsky. En 1917, la forteresse est attaquée par des soldats mutins qui libèrent les prisonniers. Statue de Pierre le Grand et maisonnette en rondin de bois qu'il abrita pendant l'été 1703, alors qu'il surveillait les travaux de la forteresse. Catherine II la fit recouvrir d'un pavillon en pierre pour la protéger. Nous rentrons au bateau pour le repas du soir. Le matin, nous nous dirigeons vers le monument de la Victoire, élevé pour honorer le courage des habitants de Saint-Pétersbourg. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Leningrad endura un blocus de 900 jours, de septembre à janvier 1941. L'armée allemande fut arrêtée aux abords de Leningrad, grâce aux milices populaires. Les habitants de Leningrad surmontèrent héroïquement les difficultés et les privations sous de constants bombardements. L'armée rouge réussit à percer une étroite brèche dans le système allemand, ce qui permit de rétablir le ravitaillement. La Neva gelée en hiver servit de voie de communication pour ravitailler la ville et évacuer certains de ses habitants. Pendant ce siège, il y eut plus d'1 million de morts. Nous allons au palais de Pavlovsk, à 30 km de Saint-Pétersbourg. C'est l'un des plus remarquables ensembles paysagers russes de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Il fut la résidence d'été de l'empereur Paul Ier et sa famille. La construction de cette résidence au bord de la rivière Slavianka a duré plus de 50 ans. La constitution de la collection de Pavlovsk est liée au voyage de ses propriétaires à travers l'Europe en 1781-1782. En visitant les ateliers d'artistes fameux, ils acquéraient ou commandaient des tableaux, des meubles, des bronzes, des porcelaines et des objets en soie. Ils ont aussi apporté d'Italie de nombreuses sculptures antiques, ainsi que des cadeaux de plusieurs cours royales européennes. Les somptueux appartements de l'impératrice Maria Fyodorovna, créés au début du XIXe siècle, ont été soigneusement restaurés pendant plusieurs années. Le palais est composé de salles très élégantes avec des colonnes corinthiennes habillées de stuc, des vases en jaspe et lampadaires en marbre, et de salles au style varié, salles italiennes, égyptiennes ou grecques. La galerie de peinture présente une collection d'artistes européens du XVIIe et XVIIIe siècle. 2 superbes services en porcelaine sont exposés. Le service doré provenant de la manufacture de Saint-Pétersbourg et le service parisien provenant de la manufacture de Sèvres. La chapelle rajoutée est de style néoclassique. Le parc à l'anglaise de Pavlovsk s'étend sur 600 hectares. Il est le plus grand domaine paysager de Russie. Les allées sont jalonnées de jolies statues. La rivière Slavianka le traverse. Les nombreux pavillons disséminés donnent à l'ensemble une douce harmonie.
Au passage, nous voyons une datcha, résidence secondaire dans la campagne russe, et nous roulons vers le palais de Catherine la Grande, Tsarskoïe Selo, qui se trouve à 24 km de Saint-Pétersbourg. Le parc de Tsarskoïe Selo couvre 300 hectares. Il comporte plusieurs pavillons ayant chacun une destination différente. La salle sur l'île était aménagée pour le repos des musiciens qui jouaient pendant que l'impératrice et ses invités faisaient une promenade en barque. Tsarskoïe Selo fut construit en 1756 par le célèbre architecte italien Bartolomeo Rastrelli pour la tsarine Élisabeth Ier. L'emplacement, l'architecture et les salles de ce palais sont magnifiques. On ne peut qu'admirer les extraordinaires efforts qui ont mené à la reconstruction de ces édifices, si lourdement endommagés pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'impératrice Catherine II prit une part importante à l'embellissement du domaine. Femme de pouvoir dotée d'une grande intelligence, elle fut aussi l'une des plus grandes collectionneuses d'art et mécènes du XVIIIe siècle. Diverses œuvres évoquent les relations nouées par Catherine II avec les meilleurs esprits de son temps, celui des Lumières, tels que Voltaire, Diderot et Grimm. Dans les jardins du palais se trouve la statue d'Alexandre Pouchkine. Le poète passa 6 années au lycée impérial de Tsarskoïe Selo et après son mariage, il vécut dans une datcha proche du palais. Avec une superficie de 17 075 400 km², 31 fois la France, la Fédération de Russie demeure le plus vaste État du monde. C'est aussi l'un des rares pays dont le territoire soit à cheval sur 2 continents, pour un quart en Europe, pour les 3 quarts en Asie. Elle s'étend d'est en ouest de la Baltique au Pacifique sur plus de 10 000 km. Séparée des immenses territoires de la Sibérie par la chaîne de l'Oural, irriguée par de nombreux fleuves et baignée par 4 mers, mer Baltique et mer de Barents au nord, mer Noire et mer Caspienne au sud. Près de la mairie, place Saint-Isaac, nous allons embarquer pour une promenade sur les rivières et canaux de Saint-Pétersbourg. Au cours de la promenade, nous pourrons admirer la richesse architecturale et les belles façades des demeures. Un véritable festival de splendeur et de couleurs. Une succession de façades colorées, beaucoup en jaune ou ocre, mais certaines avec des teintes plus surprenantes comme le rouge. Nous allons naviguer sur la Neva, la Fontanka, la Moïka et quelques canaux. Nous passerons sous plusieurs ponts, ornementés de sculptures, de réverbères et de décorations en ferronnerie. La Neva, la Moïka et la Fontanka, qui traversent la ville avec 75 canaux, délimitent une quarantaine d'îles reliées entre elles par quelques 360 ponts. Le canal d'Hiver a été creusé entre 1718 et 1720. Ce canal étroit est enjambé par 3 ponts et par le foyer du théâtre Yuri Velten de l'Ermitage.
La Neva est un fleuve long de 74 km seulement, très large, 400 à 600 mètres, et profonde, plus de 8 mètres, et parfois 24 mètres, ce qui permet aux bateaux de fort tonnage de la parcourir. Nous voici sur la Neva, devant la pointe de l'île Vassilievski, et ses 2 colonnes rostrales et un magnifique jet d'eau. Nous passons ensuite près de la forteresse Pierre et Paul. Nous arrivons au pont de la Trinité, construit par la compagnie française Batignolles, qui avait réalisé le pont Alexandre III à Paris. C'est l'un des plus beaux ponts de Saint-Pétersbourg. Il mesure 582 mètres de long et date de 1897. Le palais d'été de Pierre Ier, de couleur ocre, est entouré d'un parc. Il est suivi du palais du thé. Nous arrivons au pont Panthéléon du style Empire qui enjambe la rivière Fontanka. Le palais Michel se caractérise par sa couleur rouge et sa coupole verte. Nous passons devant la bibliothèque Voltaire avant de faire demi-tour au pont Anichkov, décoré de 4 groupes équestres, face au palais Belozerski avec une façade rouge. Dans le palais Sheremetyev se trouve une école de musique. Le cirque Nikulina est décoré de 2 montgolfières. Au-dessus du pont, on aperçoit l'église Saint-Siméon et Sainte-Anne. Le palais des ingénieurs a une façade rouge tandis que l'ambassade de France, avec ses drapeaux fixés au balcon, est de couleur bleue.
Cette balade sous un beau soleil était très agréable. Ce sera notre dernière visite à Saint-Pétersbourg. Nous allons aussi quitter notre guide Tatiana, qui, pour nous expliquer les subtilités de la langue russe, nous récite un poème. Люблю тебя, Петра, творенье, люблю твой строгий стройный вид, не выдержавное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунных, твоих задумчивых ночей, прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла. И не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит до в ночи полчаса. Parce que la gamme sonore russe est beaucoup plus large que celle française. Nous rentrons au bateau Nizhny Novgorod pour le départ de la croisière. Nous partons sur la Neva. Nous traverserons le lac Ladoga pour arriver dans la rivière Svir, où nous ferons une escale à Mandroga. Nous aurons ensuite 3 escales, Kiji, Gorizhi et Ouglish, avant d'arriver à Moscou. Sur le trajet, nous passerons par 26 écluses. Le bateau navigue à 20 km/h en moyenne. La distance entre Saint-Pétersbourg et Moscou est de 1650 km. La croisière débute par la présentation du commandant et de l'équipage. Экипаж, капитан, рада приветствовать вас на борту теплохода Нижний Новгород. Les commandants de notre bateau et tout l'équipage de notre bateau sont très ravis de vous voir ici à bord. Et on vous souhaite bon voyage et on vous donne la bienvenue à bord de notre bateau. Сейчас мы посмотрим некоторые обязательные моменты, которые прописаны приятное действие. Салют. На здоровье, votre santé. Alerte, c'est la guide du groupe français numéro 3. Nous sommes sur la Neva, en direction du lac Ladoga. C'est le plus grand lac d'Europe, 30 fois le lac Léman. Dans la partie nord, il peut atteindre 230 mètres de profondeur. L'hiver, il est gelé. Pendant le blocus de Leningrad, des camions roulaient sur le lac gelé pour ravitailler Saint-Pétersbourg. Nous sommes sur le lac Ladoga, c'est la période des nuits blanches. Nous avons assisté au coucher de soleil à 23h30. Le lendemain matin, nous sommes sur le Svir, long de 224 km. Il serpente entre les forêts. Étroit et peu profond, il rend la navigation difficile. 1070 bouées s'allument au passage des bateaux. Il relie les lacs Ladoga et Onega. Il marque la limite sud de la province de Carélie. Les écluses sont très grandes.
pour recevoir des bateaux de fort tonnage. Le bateau de croisière Nizhny Novgorod mesure 125 mètres de long et 16 mètres 70 de large, 500 tonnes. Il peut accueillir 237 passagers et 100 membres d'équipage. Nous faisons escale au village de Mandroga, situé sur les rives du fleuve Svir. Dans le village, d'anciennes izbas sont ouvertes à la visite et de nombreux artisans montrent leur travail et vendent leurs productions. Poterie, sculpture sur bois, tissage, peinture. Le village de Mandroga a été créé en 1996 par un homme d'affaires de Saint-Pétersbourg. La navigation continue sur la rivière Svir en direction du lac Onega. Les dimensions des écluses sont pratiquement identiques, 270 mètres de long, 17 mètres 80 de large et 4 mètres 40 de profondeur. Le lendemain matin, nous avons traversé le lac Onega et nous faisons escale à l'île de Kiji, située dans le nord de la Russie européenne, région de Carélie. L'île de Kiji est longue de 7 km et large de 500 mètres. Elle est entourée d'environ 5000 îles et îlots. Kiji est occupée de longue date par l'homme et comptait plus de 100 villages au XVIe siècle. Kiji possède un enclos paroissial entourant 2 églises du XVIIIe siècle et un clocher octogonal, le tout édifié en bois, sans clous ni vis ni pièces métalliques. Des constructions provenant de Carélie ont été rassemblées à proximité de l'enclos paroissial. Quelques maisons, avec un musée de l'architecture en bois, fondé par les autorités soviétiques en 1960. Depuis le balcon, nous voyons une cabane de pêcheurs au bord du lac.
La chapelle Saint-Lazare est la plus ancienne de Russie. Elle date du XIVe siècle et provient du monastère de Mouromski. Ici, le sonneur de cloche nous a donné un concert. Le plus vieux moulin à vent de Russie se trouve sur l'île. Le joyau de cet ensemble unique est l'église de la Transfiguration, ouvrage de charpente coiffé de 22 coupoles en tremble, formant une sorte de pyramide. Elle contient une belle iconostase baroque. L'église de l'Intercession de la Vierge, surmontée de 9 coupoles, a été édifiée tout près en 1764. Le lac Onega, 17 fois le lac Léman, du sud au nord mesure 150 km. Sa profondeur moyenne est de 30 mètres, mais peut atteindre 120 mètres. 50 rivières et 1000 ruisseaux se jettent dans le lac. Pendant la navigation, nous visitons la passerelle du bateau. Le commandant, Mikhail Mariev, donne des explications traduites en français par la guide en net. От Петербурга до Москвы мы пройдем 1500 километров. De Saint-Pétersbourg à Moscou, nous allons. Сейчас мы будем по-русски Maintenant говорить. en russe. Как придем во Францию, наверное. Et après avoir arrivé en France. La passerelle est bien équipée de radars, sondeurs, GPS. Le bateau peut naviguer par tous les temps et de nuit. Après le lac Onega, le bateau poursuit la navigation sur le canal de Vitegra, jalonné de 6 écluses qui permettent de monter de 80 mètres. Ensuite sur la Kovja, sinueuse et étroite. Le bateau ne dépasse pas les 12 km/h. Le bateau traverse le lac Blanc en 2 heures environ. Ce lac naturel a 5 à 6 mètres de profondeur. À la sortie du lac, le bateau croise les ruines de l'église immergée de Krokino, édifiée au XVe siècle par le prince de Belozersk pour remercier le ciel de lui avoir sauvé la vie pendant une tempête. La navigation continue sur la Chekh-Sna, qui prend sa source dans le lac Blanc, avant d'arriver à notre prochaine escale Gorizia, perchée sur la rive gauche du fleuve.
En quart, nous nous rendons au monastère de Saint-Cyrille du Lac-Blanc, ou Kirillov-Belozersky. Il comprend 11 églises, disséminées sur 13 hectares. Il est entouré de puissantes murailles. Nous entrons dans le monastère par la porte de Kazan. Vers 1387, la Vierge apparaît au moine Cyrille Belozersky. Elle lui demande de fonder un monastère dans le nord de la Russie. À 60 ans, il quitte le monastère Saint-Simon à Moscou, accompagné du moine Théraponte. Ils arrivent dans la région de Kirillov. Ils creusent une caverne dans la forêt au bord du lac, Siverskoï, et dressent une croix. Cyrille défriche et prépare le site pour de modestes constructions. Théraponte le quitte pour fonder son propre monastère 15 km plus loin. L'année suivante, Cyrille avait construit 2 petites églises, une cellule pour lui-même et des bâtiments pour ceux qui voulaient se joindre à lui. Bientôt, beaucoup de pèlerins viennent prier et apprendre avec le moine reclus. Cyrille faisait bon accueil à tous, pourvu qu'ils embrassent sa vie ascétique. On dit que les premières générations de moines avaient une espérance de vie de 100 ans, grâce aux jeûnes, à la vie dans les cellules froides et aux herbes locales. Le monastère devint une forteresse et protégea la Moscovie. Ainsi, Cyrille obtint les faveurs du prince qui fit des dons au monastère. À sa mort, 30 ans après la fondation du monastère, le père supérieur Cyrille avait établi le monastère non seulement comme un lieu consacré au culte religieux, mais aussi comme une suzeraineté féodale qui gérait des villages et des terres, y compris les serfs vivant sur ces terres. Nous nous arrêtons au bord du lac de Siverskoï, qui, selon la légende, permet de rajeunir de 10 ans à tous ceux qui s'y baignent. Nous revenons à Gorizia pour reprendre le bateau. Nous sommes encore sur la Chexna. On aperçoit de loin le monastère de la Résurrection, datant du XVIe siècle, où Ivan le Terrible enferma la 4e de ses 7 femmes. Nous traversons le réservoir de Ribanks, mesurant 140 km sur 60 km et 5 mètres de profondeur. Il a une superficie de 4500 km². C'est le plus grand du monde. Plusieurs fleuves et 60 rivières s'y déversent. Il a été construit sous Staline par des prisonniers, sans respect pour les hommes ni pour la nature. 700 villages ont été rayés de la carte et 4000 hectares inondés. Nous sommes enfin sur la Volga, à Ouglitch. Depuis le bateau, on découvre nichée sur la rive droite l'église Saint-Dimitri. Dès notre arrivée, nous sommes accueillis avec la cérémonie du pain et du sel. Ouglitch, ville de 40 000 habitants, se situe au nord de Moscou. Son histoire est marquée par le tsarévitch Dimitri, fils du turbulent Ivan le Terrible, qui fut assassiné ici. À l'époque, on voulut cacher l'effroyable vérité. Officiellement, le pauvre enfant était mort d'une fatale crise d'épilepsie. L'entourage du tsar exila les témoins gênants en Sibérie, et même la cloche qui avait ameuté le village
fut du voyage. Mais le petit Dimitri fut bien assassiné par un émissaire de Boris Godounov. Un clocher de 37 mètres de haut datant de 1730 se trouve à proximité de la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur. Cette cathédrale date de 1713, construite dans le style baroque russe. Elle possède une iconostase à 6 registres. Des fresques illustrent les murs. L'acoustique est exceptionnelle grâce à la grande hauteur de la voûte. Le palais du tsarevitch Dimitri date de 1480. L'église orthodoxe de Saint-Dimitri sur le sang versé, XVIIe siècle, est splendide. Les murs peints en rouge évoquent le sang versé en ces lieux en l'an 1591. Dans la nef, une fresque relate le crime perpétré ici, celui du tsarevitch Dimitri. À l'intérieur de l'église se trouve la plus ancienne icône de l'iconostase, celle de la Vierge de Smolensk, XVIIe siècle, offerte par les Romanov. Nous sommes déjà repartis. La navigation continue sur la Volga. La Volga se jette dans la mer Caspienne après un long parcours de 3700 km. Débit 8000 m3 par seconde. Elle est aussi très large, navigable sur presque toute sa longueur grâce à d'énormes aménagements construits essentiellement dans la seconde moitié du XXe siècle. Certaines écluses ont une longueur de 310 mètres. Le changement de niveau d'eau varie avec chaque écluse. Au passage, on aperçoit le clocher de Kaliazine, haut de 70 mètres. Il appartient à l'église Saint-Nicolas, submergée lors de la construction de la centrale hydroélectrique d'Ouglich. Sur le bateau, les serveuses et les passagers attendent le commandant. Вечер, дамы и господа. Bonsoir, mesdames et messieurs. Очень отрадно, что представители Франции такие веселые, находчивые, контактные. Notre commandant dit qu'il lui plaît beaucoup que des touristes de la France sont vraiment gais, vraiment gentils et vraiment jolis. Et maintenant, on nous promet un très bon temps. Et bien sûr qu'il faut terminer avec la devise internationale pour cette soirée. Интернациональный международный тост за здоровье. Et maintenant, c'est notre toast. За здоровье, à votre santé. La soirée du commandant donne droit à un repas succulent avec une présentation très soignée. Pour terminer la soirée, les passagers volontaires chanteront en chorale et d'autres feront des sketchs. Nous sommes sur le canal de Moscou, qui relie la Moskova et la Volga. Commencé en 1825, puis abandonné, c'est Staline qui fait réaliser les travaux par des prisonniers du Goulag, dans des conditions inhumaines.
Il voulait assurer l'approvisionnement en eau de la capitale. Pour réaliser ce canal, il a fallu 11 écluses, 15 ponts, 8 centrales hydroélectriques, 15 digues et 5 stations de pompage. Nous arrivons au port de Moscou à midi. On aperçoit de loin la gare fluviale qui rappelle un bateau à 2 ponts. Construite en granit et marbre, elle mesure 150 mètres de long et sa flèche s'élève à 85 mètres. Nous partons pour une visite panoramique de Moscou. Capitale de la Fédération de Russie, Moscou est la plus grande métropole d'Europe avec une population de 10 500 000 habitants. La ville est située dans une plaine au bord de la rivière Moskova. Le noyau historique de la ville se situe sur la colline qui domine la rive gauche de la Moskova, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Kremlin et la place Rouge. La rue Tverskaya, artère principale de Moscou, existe depuis le XIVe siècle. Elle a été agrandie en 1935 par la démolition ou le déplacement d'immeubles. Elle traverse plusieurs places. Les plus importantes sont la place Tverskaya et la place Pouchkine. Nous nous arrêtons près de la place Rouge et nous voyons le grand bâtiment de la Douma, chambre basse du Parlement, qui compte 450 députés élus au suffrage universel. La place du Manège est le lieu de rendez-vous des jeunes moscovites. Le bâtiment rouge abrite un musée. Une partie de la place est occupée par des massifs et des fontaines, et en sous-sol, des magasins. Au centre, sur la coupole, on peut voir l'emblème de Moscou, la statue de Saint-Georges terrassant le dragon. En contrebas se trouve le jardin d'Alexandre. Et contre les murs du Kremlin, le monument aux morts. Devant le musée se dresse la statue équestre du maréchal Zhoukov, héros de l'armée rouge en 1944-1945. Derrière le musée se trouve la place Rouge. Une traduction plus exacte de son nom russe, Krasnaya, serait la Belle Place. La porte de la Résurrection 1534, détruite sur ordre de Staline, a été reconstruite en 1995. La cathédrale Notre-Dame de Kazan, rebâtie en 1993, possède une copie de l'icône de la Vierge de Kazan, protectrice des Romanov. Le GOUM est un centre commercial privatisé à la fin de l'ère soviétique. Aujourd'hui, les boutiques du GOUM appartiennent à des grandes marques étrangères. La place Rouge a de belles dimensions, 400 mètres de long sur 130 mètres de large. C'est le haut lieu des commémorations soviétiques. C'est une vaste esplanade rectangulaire bordée par le musée, la porte de la Résurrection, le magasin GOUM, la basilique de Basile le Bienheureux et le Kremlin. Le mausolée de Lénine, monument de granit rouge, où repose Lénine embaumé après sa mort, est adossé aux murailles du Kremlin.
La basilique de Basile le Bienheureux a été commandée en 1552 par le tsar Ivan IV dit le Terrible, à la suite de la prise de Kazan. Pour commémorer cette victoire, il souhaitait bâtir un monument. Il fit appel à l'architecte postnik Yakovlev, qui construisit une cathédrale avec des dômes dorés, en forme de casque. Selon la légende, face à une telle beauté, le tsar ordonna que l'on crève les yeux de l'architecte pour qu'il ne puisse pas reproduire un tel édifice. En 1583, à la suite d'un incendie, les dômes furent remplacés par les bulbes que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, ils ne devinrent bariolés qu'en 1670. On l'appelle Saint-Basile car elle abrite depuis 1588 le tombeau de Basile le Bienheureux. La tour du Sauveur, 67 mètres de haut, marque l'entrée d'apparat du Kremlin pour les tsars et maintenant les limousines officielles. Nous passons près du Kremlin pour aller à la très grande cathédrale du Christ Sauveur, d'une hauteur de 103 mètres, surface totale 6800 mètres carrés. Cette cathédrale avait été édifiée entre 1839 et 1883. En mémoire de la victoire de la Russie sur la grande armée de Napoléon Ier. Elle fut rasée sur l'ordre de Staline en 1931 pour laisser la place à un édifice monumental qui ne fut jamais construit. Une piscine a été bâtie sur le site en 1960. La cathédrale a été reconstituée à la fin des années 1990 sur décision de Boris Eltsine et consacrée en janvier 2000. L'intérieur est de toute beauté. De grands peintres russes ont participé à sa décoration. Nous nous arrêtons près du monastère de Novodevitchi. Ce lac aurait inspiré Tchaïkovski pour composer son célèbre ballet. Derrière une muraille se trouve le monastère de Novodevitchi, couvent de religieuses fondé en 1514. Il joue un rôle important dans la défense de la ville. Nous nous dirigeons vers le mont des Moineaux, où se trouve un belvédère duquel nous avons un panorama sur la ville de Moscou. Au centre, nous voyons le stade olympique. Face au belvédère, sur un terrain de 360 hectares, se dresse l'université Lomonosov, 30 000 étudiants, construite entre 1949 et 1953. Nous allons passer sous un pont couvert qui relie deux parties de la ville, elles aussi couvertes. C'est le quartier de Moscow City,
gros centre d'affaires qui englobera des gratte-ciel pour les affaires, des zones résidentielles, des hôtels, magasins et restaurants. Ce bâtiment blanc est le siège de la maison du gouvernement de Russie, qui aurait des bunkers au sous-sol. On aperçoit un gratte-ciel stalinien. Il y en a 7 à Moscou. L'université Lomonosov, 2 hôtels, 2 immeubles d'habitation et 2 ministères. Nous rentrons au bateau dans les embouteillages de Moscou. Il nous a fallu 2 heures pour arriver. Nous allons visiter le Kremlin de Moscou, qui est une ville à part entière, avec ses palais, ses arsenaux et ses églises. Un château médiéval qui relie le pays moderne à son passé légendaire. Le Kremlin serait né en 1147, à l'endroit où le prince Youri Dolgorouki possédait une résidence de chasse. Il fit ensuite construire une forteresse en bois qui évolua. Au cours des siècles, des églises apparurent. En 1367, la citadelle fut reconstruite en pierre. Ivan III le Grand fit reconstruire l'enceinte en briques, en faisant appel à un architecte italien. Les travaux s'achevèrent en 1495. Le Kremlin, centre du pouvoir, était habité par les princes, puis les tsars, mais aussi par le métropolite, chef de l'Église orthodoxe russe. Nous entrons dans le Kremlin par la porte de la tour de la Trinité. Nous apercevons le palais de Terem, le plus ancien palais du Kremlin, qui a servi de résidence impériale jusqu'au transfert de la capitale à Saint-Pétersbourg. L'arsenal du Kremlin a été construit sur l'ordre de Pierre le Grand pour servir de dépôt et de fabrique d'armes. C'est aujourd'hui le quartier général de la garde du Kremlin. En face de l'arsenal, le palais national du Kremlin, en marbre blanc, est l'ancien palais des congrès, construit en 1960. Le Sénat a été construit sur l'ordre de Catherine la Grande. Le roi des canons pèse 40 tonnes pour un fût de 5 mètres. Il date de 1586. Il est décoré d'une scène représentant un énorme lion russe tuant un serpent ennemi de la Russie. Il n'a jamais servi. La reine des cloches pèse 200 tonnes. L'énorme cloche se brisa en 1737 au moment de la cuisson. Un autre siècle passa avant que la cloche fût amenée où elle se trouve aujourd'hui. À côté se trouve un petit morceau de 11 tonnes
qui s'est détaché lors du transport. La place des cathédrales a été la première grande place publique au début du XIVe siècle et a représenté pendant des siècles le cœur de l'empire des tsars. La cathédrale de la Dormition a été construite vers 1470 par le tsar Ivan le Grand pour abriter le centre de l'église orthodoxe russe. La cathédrale entra très vite dans l'histoire, puisque c'est sur ces marches qu'Ivan déchira le traité, obligeant le prince de Moscou à payer un tribut aux Mongols. La cathédrale de l'Annonciation, avec ses dômes d'or, servait de chapelle privée du tsar. Elle a été construite par Ivan III à la fin des années 1440. Les coupoles et les croix byzantines de l'église du Sauveur émergent à côté du palais à facettes, construit par Ivan III. Il abritait les audiences et les fêtes, une fonction qu'il a retrouvée à l'époque soviétique. La cathédrale de l'Archange Michel est la plus italienne des églises du Kremlin, dernière construction d'Ivan le Grand sur la place. Elle fut commandée en 1505. Elle abrite les restes de tous les premiers tsars et des grands princes de Moscou. Le clocher d'Ivan le Terrible a été longtemps la construction la plus haute de Russie. Construit en pierre blanche, il s'élève à 80 mètres au-dessus de la place. Dans le beffroi voisin, la cloche de la Résurrection pèse 64 tonnes et date du XIXe siècle. Derrière la cathédrale de la Dormition, on aperçoit la cathédrale des 12 apôtres. Nous embarquons sur un bateau-mouche qui navigue sur la Moskova. Elle est longue de 502 km. Elle gèle vers novembre et dégèle vers la fin du mois de mars. Cette statue géante de Pierre le Grand, sculptée en 1998, mesure 25 mètres de haut. Elle a été érigée par un sculpteur russe sur les bords de la Moskova, à proximité du parc Gorki. Après la cathédrale du Christ Sauveur, voici le grand palais du Kremlin, construit au début du XIXe siècle. Il servait de résidence moscovite au tsar Nicolas Ier. Il est entouré d'une muraille flanquée de 19 tours construites en briques, toutes différentes et irrégulièrement disposées. Les murailles mesurent jusqu'à 19 mètres de hauteur et jusqu'à 6 mètres d'épaisseur. La longueur totale de son enceinte est de 2235 mètres. On peut voir un immeuble d'habitation stalinien. Il comprend 25 étages, plus de 700 appartements. Il a fallu 20 ans pour le construire. On voit aussi la maison du gouvernement, le pont couvert, et l'Académie des sciences dans un grand immeuble coiffé d'une sculpture métallique. Contre la muraille du Kremlin, la flamme du soldat inconnu brille depuis 1967, veillée par les soldats d'élite immobiles. Le cérémonial de la relève de la garde attire les curieux.
Ces mariés posent sur un cercle au sol, point de départ des mesures de distance du pays. Kolomenskoye est un village ancien avec plusieurs églises orthodoxes situé au sud de Moscou. C'est un ensemble architectural des XVIe et XVIIe siècles construit sur une hauteur au bord de la rivière Moskova. L'église Notre-Dame de Kazan, construite en 1650, était reliée au palais du tsar Alexis Ier, père de Pierre le Grand. Kolomenskoye fut mentionné pour la première fois dans un testament en 1339. À partir du XIVe siècle, le domaine a été le lieu de résidence d'été privilégié des grands-ducs puis des tsars. La porte de devant ou porte de l'horloge 1662 donnait accès au palais pour les visiteurs. L'église clocher Saint-Georges cache l'église de l'Ascension, XVIe siècle, construite pour commémorer la naissance de l'héritier désiré, Ivan IV. Cette maisonnette avait été bâtie en 1702 sur une île pour Pierre le Grand, venu 2 mois durant superviser la construction de la forteresse de Novodvinsk. Elle fut transportée et remontée à Kolomenskoye en 1934. Nous passons devant le ministère des Affaires étrangères, immeuble stalinien non loin de la rue Arbat. La rue Arbat est une longue rue piétonne. Dans la maison à façade turquoise se trouve le musée d'Alexandre Pouchkine. Il vécut dans cette maison avec son épouse Natalia Goncharovna. Poète et romancier né à Moscou en 1799, il est mort à Saint-Pétersbourg en 1837 des suites d'une blessure reçue lors d'un duel avec un officier français, le baron d'Antès, qui était son beau-frère et qui aurait courtisé sa femme. Statue de Boulat Okudjava, auteur-compositeur-interprète, mort à Paris. L'église Saint-Siméon le Styliste, 1679, est coincée au pied d'un gigantesque immeuble du Nouvel Arbat. La rue Arbat est bordée de belles demeures, commerces, cafés, magasins de souvenirs, théâtres et restaurants. Des artistes de rue, musiciens, peintres, poètes s'y produisent et animent la rue. La petite église de la Transfiguration du Sauveur sur les Sables date de 1698. Nous prenons le métro de Moscou. Pour descendre, nous empruntons un escalator interminable. L'excellent réseau de métro est très luxueux, mais profond. Commencé en 1935, il comporte 12 lignes et plus de 170 stations. La profondeur de nombreuses stations est expliquée par le fait qu'elles étaient censées servir d'abri en cas d'attaque de la ville. Le métro transporte quotidiennement plus de 7 millions de passagers. Si le réseau de métro fonctionne très bien, avec un service régulier et fréquent, le faible nombre de stations, vu la taille de l'agglomération à desservir, et le nombre de passagers à transporter font que le métro est constamment bondé. En sortant du métro, nous voyons la statue de Vladimir Mayakovsky, poète et auteur dramatique, né en 1893.
nous quittons le centre de Moscou, le métro était notre dernière visite. C'est notre dernière matinée à Moscou. Nous faisons une promenade près de la gare fluviale, dans un grand parc avec des parterres, de beaux arbres et des statues. À Moscou, les espaces verts représentent 450 km², sans compter plus de 100 km² de forêt. Moscou est une ville riche en verdure et statues.